au dernier moment, les démocrates tentent de marquer des points, de convaincre en allant au plus près des électeurs, comme dans ce quartier de Cotonou. Ils sont le principal parti d'opposition du Bénin. En 2023, ils ont raflé 28 sièges sur les 109 que compte l'Assemblée. Pour Guy Mitopke, candidat dans la 16e circonscription, les législatives de ce dimanche sont capitales. Nous avons été déclassés des élections communales, nous avons été déclassés de l'élection présidentielle. Et donc cette élection législative, pour nous, naturellement, elle doit permettre aux partis d'avoir des élus au niveau de l'Assemblée nationale, beaucoup plus d'élus qu'en 2023. Et cela y va de la survie, effectivement, du Parti des démocrates. Les démocrates n'auront en effet pas de candidat ni au communal, ni à la présidentielle d'avril, faute de parrainage suffisant. Et pour être éligibles dimanche à l'attribution de sièges à l'Assemblée, ils devront, comme les autres partis, obtenir 20% des suffrages dans les 24 circonscriptions électorales du pays. Un seuil nouvellement introduit qui semble insurmontable pour eux et qui, selon plusieurs observateurs, pourrait les laisser aux portes de l'hémicycle. La fin de campagne de l'UPR, principale force de la mouvance présidentielle qui compte à elle seule 53 députés à l'Assemblée, est plus sereine. Ce vendredi, dans le quartier de Godomé, c'est à la jeunesse que les figures du parti s'adressent et à qui ils vantent le bilan du chef de l'État sortant. Ces élections sont fondamentales pour l'Union progressiste Le Renouveau. En cela que pour l'Union progressiste Le Renouveau, les acquis de la gouvernance du président de la République, Patrice Talon, doivent être consolidés. Les acquis en termes de réformes économiques, les acquis en termes de réformes politiques et institutionnelles, la stabilité politique du pays, ce sont des acquis qui devront être consolidés. Un mois après la tentative de coup d'État ratée et 3 mois avant la présidentielle, c'est en effet les 10 années de gouvernance Talon qui seront aussi jugées par les électeurs à travers les urnes dimanche. 2 mandatures marquées par un développement économique, une forte croissance des villes modernisées, mais aussi, selon nombre d'observateurs, par un recul du pluralisme politique. Entrevoir la possibilité. Sénégal peut-il faire face à une dette de plus de 11 milliards d'euros sans l'appui du FMI? Après plusieurs missions sur le terrain et un audit approfondi des finances publiques sénégalaises, le Fonds monétaire international est formel. Une restructuration de la dette s'impose. Une option que le gouvernement, dirigé par Ousmane Sonko, continue de rejeter catégoriquement. Tous les travaux que nous avons réalisés nous permettent de voir ou d'entrevoir la possibilité de sortir de cette situation sans avoir besoin d'une restructuration. Nous considérons que de l'analyse que nous en avons faite, notre dette est viable, puisque nous nous débrouillons pour la rembourser depuis 1 an et demi, au plus sans aucun programme. Le gouvernement sénégalais se veut rassurant. Il assure disposer d'alternatives pour gérer cette dette héritée de l'administration Macky Sall. Sur le terrain, l'austérité s'impose. Depuis plusieurs mois, l'exécutif multiplie les coupes budgétaires et les taxes. Une politique de rigueur difficile à assumer, qui freine l'économie et affecte plusieurs secteurs comme le BTP. Mais pourrait-il en être autrement? Pour certains économistes, la restructuration proposée par le FMI est loin d'être une solution miracle. Quand vous entrez dans une restructuration, c'est 10 ans de problème. Et ça ne règle pratiquement rien du tout. Alors que si le problème central, c'est la capacité financière du pays à respecter ses engagements internationaux, je crois qu'on doit donner quand même la possibilité à ce pays-là de pouvoir quand même chercher des solutions parallèles. Pour redresser les finances publiques, le gouvernement a fait appel à l'argent de la diaspora. Mais est-ce suffisant? Selon le ministre des Finances et du Budget, Cherdiba, le pays aurait besoin d'environ 9 milliards d'euros pour honorer ses obligations. Et avec une dette publique qui atteint 132% du PIB, les capacités d'emprunt à l'extérieur du Sénégal sont désormais très limitées. Le cadre est bucolique, les oiseaux chantent et pourtant, nous sommes à Kinshasa. À une quinzaine de kilomètres du centre-ville, dans le sud, dans la vallée de Kimwenza.
qui sur l'un de ses versants est encore recouverte de forêts et de champs. Pendant la saison sèche, on cultive plutôt l'épinard, l'oseille, l'oignon. Pendant la saison des pluies, c'est plus le céleri. Mais on cultive de tout ici et on vend nos récoltes à des commerçantes qui viennent de Kinshasa. Pendant longtemps, la vallée de Kimwenza était considérée comme le grenier de la capitale congolaise. Mais son activité agricole est en sursis. La ville et son béton ne cessent de s'étendre et d'engloutir les terres arables. Après avoir perdu son emploi, Sylviane Kélané a quitté son quartier, pauvre et densément peuplé, pour travailler ici. Elle s'est lancée seule sur cette parcelle d'environ 10 mètres sur 3 qu'elle loue. Comme beaucoup de petits agriculteurs, elle n'a pas les moyens d'acheter des outils, de l'engrais ou des insecticides et elle sait que son activité est précaire. C'est une concession privée. Nous sommes là juste pour travailler quelques temps. Après un certain temps, s'ils arrivent, nous devons quitter. Or, nous n'avons pas vraiment l'endroit où tu peux rester. Si c'est ta concession, ça va. Mais si c'est alloué, tu es toujours provisoirement. Par après, tu dois quitter. Alors, si je quitte ici, je ne sais plus à ce moment-là où aller. La spéculation immobilière pousse ici de nombreux propriétaires terriens à transformer leurs terres agricoles en terrains à bâtir. Et pourtant, il faut nourrir Kinshasa et ses quelques 17 millions d'habitants qui sont là, à 2 pas. Les produits qui y sont consommés sont souvent importés. Poulet du Brésil, fruits et légumes sud-africains. Et les prix sur les marchés sont exorbitants. Le pays compte près de 80 millions d'hectares de terres arables, mais seul 1% d'entre elles est cultivé, selon des chiffres de la FAO de 2022. L'enjeu est de taille, en particulier pour la capitale, qui cumule une autre faiblesse. Les sols alentours sont pauvres, sableux, peu propices à l'agriculture, comme ici dans la commune de Nsele, dans le nord-ouest de Kinshasa. Cet agronome a développé une technique de fertilisation à base d'engrais biologiques dans cette ferme pilote et parvient à transformer ce sable en terre exploitable. Quand on a appliqué notre technique d'amendement avec des composts et des fientes de poules et tout, voilà ce que ça nous a donné après une année de travail. Donc la texture du sol a changé. Aujourd'hui, nous avons une rétention d'eau normale où on peut continuer à produire. Une méthode qui pourrait être dupliquée mais qui nécessite un investissement à long terme, difficilement envisageable pour de petits agriculteurs sans accompagnement. Selon l'ONU, plus de 26 millions de personnes en RDC risquent de se trouver en situation d'insécurité alimentaire sévère d'ici début 2026. Les exercices militaires qui ont débuté aujourd'hui ne sont pas les premiers. Déjà en 2019 puis en 2023, les marines russes et chinoises étaient venues manœuvrer au large de l'Afrique du Sud. Cette fois-ci, l'événement est présenté comme un exercice du groupe de pays émergents des BRICS dans le but de mener des actions conjointes pour assurer la sécurité du transport maritime, selon un communiqué de l'armée sud-africaine, même si concrètement, le seul pays qui a rejoint l'exercice est l'Iran. Russie, Chine, Iran, donc un cocktail qui risque fort de déplaire à Donald Trump, déjà très remonté contre l'Afrique du Sud et contre les BRICS qu'il a accusé par le passé de conduire des politiques anti-américaines. Ses relations avec le gouvernement Ramaphosa sont au plus bas, comme l'a encore démontré le boycott américain du G20 en novembre, puis l'annonce de Donald Trump d'en exclure la nation arc-en-ciel cette année. Déjà en 2023, les précédents exercices avaient fait polémique en raison principalement de leur proximité avec le premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. 2 ans plus tard, donc, le contexte géopolitique est encore plus tendu et le nom de l'exercice, rebaptisé Will for Peace, volonté de paix, ne viendra certainement pas apaiser ces tensions. Donc les observateurs sud-africains s'inquiètent des conséquences d'un tel exercice qui n'a pas beaucoup d'intérêt stratégique pour l'Afrique du Sud, dont la flotte est en mauvais état et qui risque de remettre le pays en ligne de mire d'un Donald Trump de plus en plus agressif sur le plan international. Hanan Abdallah a fui sa ville natale, Baba Noussa, dans le Kordofan occidental, à pied, malgré ses difficultés pour marcher. Elle et ses proches ont été chassés de leur maison par les FSR, les forces de soutien rapide, sans avoir eu le temps d'emporter quoi que ce soit.
Il nous a fallu 10 jours pour arriver ici et en chemin on est tombé sur des FSR. Ils ont épuisé l'un de mes fils. J'ai 3 filles et 2 autres garçons mais ils ne leur ont rien fait. Mon premier fils, ils l'ont forcé à effectuer des marches militaires et ils lui ont donné des ordres à exécuter. On a fui sans papier d'identité. Cette déplacée a atterri ici, à Kosti, une ville contrôlée par l'armée soudanaise à environ 300 km au sud de Khartoum. Kosti est devenu un refuge pour des centaines de familles chassées par les violences des régions du sud du Soudan, le Kordofan occidental, mais surtout le Kordofan du sud, où les FSR ont recentré leurs opérations. Beaucoup ici viennent d'Eglig, une petite ville à la frontière avec le Soudan du Sud, tombée début décembre et qui abrite le plus grand gisement pétrolifère du pays. Tous racontent un périple sans fin pour retrouver un peu de sécurité. Notre voyage a duré 14 jours et nous étions extrêmement fatigués. J'avais horriblement mal aux pieds à force de marcher. Même ma seule chaussure s'est déchirée. Et nos enfants ont marché pieds nus. Pendant notre fuite, il n'y avait ni eau, ni nourriture, ni boutique où acheter quoi que ce soit. On a cherché de l'eau dans les forêts et on n'a trouvé qu'un étang utilisé par le bétail et les bergers. Alors on a bu nous aussi. Selon l'ONU, plus de 50 000 civils ont été jetés sur les routes par les affrontements dans le Kordofan du Sud, devenu le nouvel épicentre de la guerre qui oppose l'armée régulière aux paramilitaires des FSR depuis plus de 2 ans et demi.